Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette présentation du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communauté française. Présentation qui a donc pour trait le baromètre de l'égalité et de la diversité en radio. Et donc l'objectif du baromètre du CSA est de dresser un état des lieux de l'égalité et de la diversité dans les différents services de médias audiovisuels actifs en Fédération Wallonie-Bruxelles, à la lumière des critères de genre, d'origine, d'âge, de catégorie socio-professionnelle et de handicap. 4 éditions du baromètre des services télévisuels ont déjà été publiées de 2011 à 2017 par le CSA. Et nous avons souhaité mettre en œuvre un nouveau baromètre qui prendrait comme objet d'étude les programmes des services radiophoniques, l'analyse de contenu de ces services sous l'angle du genre et de la diversité reste en effet encore largement inexplorée, notamment en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette absence d'études peut s'expliquer, entre autres, par la difficulté à identifier et qualifier les individus présents à l'antenne en l'absence d'images. Toutefois, la place occupée par le média radiophonique au sein du paysage médiatique belge francophone nous a convaincus de la nécessité de mener une telle analyse. En outre, le rôle de la voix et de la culture auditive dans la construction des représentations sociales est particulièrement important. En effet, depuis quelques années, depuis 2016, le décret sur les services de médias audiovisuels confie au Collège d'autorisation et de contrôle du CSA la mission, je cite, de participer à la réalisation d'une analyse périodique relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes, d'encourager la diffusion des bonnes pratiques en matière de lutte contre les stéréotypes sexistes et d'émettre, si nécessaire, des recommandations spécifiques. Au CSA, nous sommes convaincus de l'utilité sociale de ce baromètre qui participe à mettre la question de la diversité et de l'égalité à l'agenda des politiques publiques, de la régulation audiovisuelle et des médias. Le CSA poursuit en outre l'analyse générale des différents critères d'égalité et de diversité au-delà des obligations décrétales en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est donc une étude plus large que nous allons vous proposer. Les enseignements que l'on tirera de ce nouveau baromètre des services radiophoniques prendront nécessairement une tonalité nouvelle. En effet, l'heure n'est plus à la découverte de la problématique. Plusieurs états des lieux des questions de genre et de diversité ont déjà été effectués. Des bonnes pratiques ont été relayées et discutées au niveau national, au niveau international. Des recommandations ont été proposées et certains outils structurels ont été impulsés pour avancer vers le changement. Il s'agira donc, à l'issue de l'analyse, de s'engager très concrètement dans la voie du changement. Cette présentation est organisée en 2 parties, plus ou moins 2 fois 20 minutes. La première portera sur l'analyse de la communication commerciale diffusée sur les services radiophoniques, la publicité donc. Elle sera réalisée par Camille Laville. La deuxième portera sur l'analyse des programmes des services radiophoniques en général. Elle sera présentée par Joël Desterbeck. Alors, à la fin des présentations, une séance de questions-réponses sera organisée, sera modérée par François Massot, qui distribuera la parole. Alors, quelques modalités organisationnelles. Je vous prie, si vous avez des questions, de les poser après la présentation. Vous avez la possibilité de lever la main pour poser votre question. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins familier avec les outils de communication Internet. Vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole. La séance de questions-réponses durera une vingtaine de minutes et vous ne devez évidemment pas hésiter à nous contacter, même par d'autres moyens, à l'issue de cette présentation. Encore un mot pour remercier quelques personnes qui ont participé à la réalisation de cette étude, Bastien Baumans, Émilie Herbert et Thomas Pierrat. Donc, sans plus tarder, passons aux choses sérieuses. Et donc, je vais céder la parole à Camille Laville pour la présentation du baromètre radio sur la communication commerciale. Camille. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je vais donc vous présenter dans cette partie les résultats du baromètre communication commerciale en radio. Dans cette première partie du baromètre, en fait, nous nous proposons d'analyser en fait la représentation des genres dans la communication commerciale radiophonique.
Deux questions vont structurer notre analyse. Le premier, c'est de se demander finalement, est-ce qu'un rôle social est assigné aux personnages de la communication commerciale en fonction de leur sexe? Et dès lors, si on le constate, existe-t-il des stéréotypes de genre? Alors, la notion de genre, ça désigne finalement les rôles, les comportements, les activités, les attributions qui sont socialement construits, qu'une société donnée considère comme appropriées pour les femmes et pour les hommes. C'est une définition qui a été énoncée dans la Convention du Conseil de l'Europe, dite Convention d'Istanbul. Alors, on va évoquer d'abord rapidement la méthodologie que nous avons construite pour cette analyse propre à la radio. Bien que le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels recense 8 formes de communication commerciale, on a étudié exclusivement 2 formats, la publicité et les parrainages, qui sont 2 formats les plus fréquents au sein de la communication commerciale des services radiophoniques. Notre étude, elle porte sur 10 chaînes, 10 services, les radios de service public et les radios privées en réseau à couverture communautaire et urbaine, mais pas provinciale. Alors, seuls les services radiophoniques diffusés en FM sont intégrés à l'analyse. Il s'agit donc de Classique 21, La Première, Musique 3, Pure FM, Vivacité Bruxelles pour la RTBF, Belle RTL, Fun Radio, Nostalgie, Énergie et Radio Contact. Nous avons également choisi d'encoder 4 dates et 2 temporalités. Alors, une temporalité marquée en termes de genre, c'est-à-dire la veille de la fête des mères, le samedi 11 mai 2019, et puis une temporalité neutre, c'est-à-dire qui n'est pas susceptible a priori d'influencer la représentation des genres. Ces jours sont donc le mardi 11 juin, le dimanche 16 juin et le jeudi 20 juin. Ils ont été répartis sur donc des jours sur 2 semaines et un jour de week-end le dimanche. La communication commerciale que nous avons analysée est celle qui est diffusée aux heures de grande audience, soit de 6h à 10h en semaine, donc, qui correspond au matinal, et de 10h à 14h le week-end. Donc, au final, au total, on a écouté 2555 spots publicitaires, 514 communications commerciales hors les rediffusions ont été encodées, et ça représente 1009 intervenants et intervenantes qui ont été encodés dans notre analyse. Alors, notre unité d'encodage, c'est l'intervenant ou l'intervenante, c'est-à-dire la personne qui va prendre la parole à l'intérieur d'une diégèse, c'est-à-dire les personnages, mais aussi les narrateurs et narratrices, mais aussi les interprètes d'épisodes musicaux, à l'exclusion de la musique qui est utilisée comme fond sonore, et puis également les slogans. Pour chaque intervenant et intervenante, on a encodé les attributs constitutifs, donc le genre de son identité, c'est-à-dire le genre, l'état civil, la parentalité, etc. Son rôle narratif, est-ce qu'il a un personnage, narrateur, interprète de slogan, ses occupations et ses actions dans le récit, le langage qu'il utilise, les slogans publicitaires et les champs lexicaux, et enfin les tons et les timbres de voix. Tout cela nous a permis en fait de relire l'ensemble de notre analyse et d'essayer de déterminer dans quelle mesure il y avait certains stéréotypes de genre, dans quelle mesure on renversait ces stéréotypes, voire on les déconstruisait. Alors, on va, dans un premier temps, donc on va passer aux résultats et puis je vais d'abord présenter les résultats, on va dire, les caractéristiques générales de notre échantillon et puis ensuite les résultats, on va dire, affinés que nous avons obtenus. Alors, si on se penche d'abord sur le format et l'origine de la communication commerciale, parmi les communications commerciales que nous avons analysées, 94% sont des publicités et 6% des parrainages. Ce qu'on remarque également, lorsque c'était possible, on a essayé d'identifier l'origine de la communication commerciale et on constate qu'il y a un fort ancrage national et local des communications commerciales. C'est une spécificité de la radio puisqu'on remarque que 41% des communications commerciales sont nationales, 32% sont régionales ou locales et puis 27% sont des communications commerciales internationales. Donc, au total, on avait donc 73% qui étaient nationales, régionales ou locales. Maintenant, on s'intéresse aux types de produits qui sont mis en avant. Alors, on constate que c'est la promotion événementielle qui est la plus représentée dans nos communications commerciales, puisqu'elle représente près de 30% du nombre total des spots de communication commerciale. Le deuxième produit, c'est les services. Le troisième, c'est les transports, avec 11%. Et puis, les autres catégories que vous voyez à l'écran, eh bien, elles représentent chacune moins de 10% du nombre total des communications commerciales. Et parmi elles, on cite les médias, les produits alimentaires, les produits informatiques et télécoms, et puis les produits de décoration et de lifestyle. Alors maintenant, on va s'intéresser à la mise en scène des intervenants et des intervenantes. On s'est d'abord penché sur le ratio homme-femme dans la communication commerciale et on constate que lorsqu'on exclut les intervenants qui n'ont pas pu faire l'objet d'une identification en termes de genre ou les groupes mixtes, on recense 972 intervenants et intervenantes, dont 59% d'hommes et 41% de femmes.
Or, au 1er janvier 2019, les femmes composaient 51% de la population belge et donc on peut affirmer que les femmes restent encore sous-représentées dans notre corpus par rapport à la réalité sociale. Cette inégalité genrée, elle est encore plus prégnante qu'en télévision, puisque dans le baromètre qu'on avait réalisé en 2017 pour la télévision, les femmes représentaient 47% des individus au sein des communications commerciales. Maintenant, quand on va croiser finalement les types de produits avec le genre des intervenants, on va constater que les hommes et les femmes se concentrent sur les produits qui sont les plus fréquemment représentés dans le corpus, c'est-à-dire, on en a parlé tout à l'heure, l'événementiel, les services et les transports. Mais on constate également que dans chacun de ces types de produits, les hommes sont légèrement plus nombreux que les femmes, entre 52% à 63% pour les hommes. Mais si on va regarder transversalement tous les types de produits, on constate que certains produits sont traditionnellement associés au masculin et d'autres davantage au féminin. Clairement, de manière générale, les hommes sont plus présents que les femmes dans la majorité des catégories de produits, à l'exception de 2 catégories où les personnages féminins vont dominer, c'est-à-dire les produits de soins, ce que vous voyez à droite de votre écran, avec 82% de femmes, et la mode avec 57% de femmes. Pour les hommes, on relève que les hommes constituent 82% des produits informatiques et de télécommunications et 71% des produits bancaires et financiers. Alors, au cours de notre analyse, nous avons également étudié la relation de couple et la représentation de la relation de couple et de la parentalité. Alors, nous avons constaté finalement que globalement, ils étaient peu mis en scène au sein des communications commerciales que nous avons analysées, mais lorsque c'est le cas, les femmes sont un peu plus nombreuses que les hommes à être représentées en couple ou en tant que parents. Si on se concentre sur les 221 intervenants et intervenantes qui occupent un rôle narratif de personnage, on constate que 39 personnages sont en couple, 18 femmes et 21 hommes. On remarque également qu'aucun couple homosexuel est représenté. Et puis, si on s'intéresse maintenant aux personnages de parents, eh bien, on constate que 25 personnages sont mis en scène comme parents, donc 14 femmes et 11 hommes. Maintenant, on va analyser un peu plus en détail les rôles parentaux qui sont représentés dans les communications commerciales. Et on constate que les rôles parentaux des femmes et des hommes ne sont pas les mêmes. Tu peux rester ici. Ouais. Alors, la majorité des mères vont être représentées sous des responsabilités domestiques et familiales, alors qu'aucun père va se retrouver dans ce cas de figure. Et par ailleurs, on constate également que les pères et les mères soutiennent leurs enfants, mais pas dans des configurations identiques. Par exemple, les mères vont apporter un soutien psychologique, alors que les pères, c'est surtout un soutien financier. Et puis, dernier élément, avant de passer aux occupations et aux actions, aucune mère n'est représentée en train de jouer avec son enfant, alors que c'est le cas de la majorité des pères qui ont été recensés, notamment par exemple dans plusieurs spots d'une même marque de fournisseurs Internet. Passons maintenant aux actions et aux occupations des intervenants. Alors, nous avons identifié 213 intervenants et intervenantes à qui nous avons associé jusqu'à 3 occupations ou actions principales. Première remarque, l'analyse des actions et des occupations dans le récit nous permet de constater que les hommes sont plus nombreux que les femmes à être identifiés comme étant actifs professionnellement, puisque en effet, 68% des personnes représentées comme ayant une activité professionnelle sont des hommes pour 32% des femmes. Ensuite, si on examine les 3 catégories d'occupation les plus fréquemment représentées, donc la première catégorie d'occupation, ça va être les loisirs, les activités extérieures et la sociabilité. Et là, on va retrouver 29% de femmes et 16% d'hommes. C'est le petit rond rouge sur votre gauche. La deuxième catégorie la plus fréquente est celle des activités drôles, absurdes ou héroïques. Là, ce sont les hommes qui sont les plus nombreux. On y recense 21% d'hommes pour 8% de femmes. Et puis, la troisième catégorie, c'est celle où on donne, où on reçoit des conseils, de l'aide ou un service. Et là, on a une plus grande représentation de femmes avec 17% de femmes, c'est le petit rond du milieu, et 11% des hommes. Et puis, si on examine chacune des catégories d'action, eh bien, on va se rendre compte finalement qu'on a tendance à caractériser les hommes au sein des activités qui nécessitent une expertise et un savoir-faire. Ça va être par exemple les activités techniques, la technologie, les activités professionnelles. C'est le petit bonhomme à gauche. La figure du chef de famille, elle est également prégnante dans les représentations de notre baromètre, où les hommes dominent les activités en famille. En fait, ils sont représentés comme étant garants du lien familial et garants de la vie de famille et de l'unité familiale. Et puis enfin, ils sont aussi mis en valeur, dans des activités héroïques et des activités qui sont plutôt drôles ou absurdes. Quant aux femmes, à droite, donc la petite bonne femme à droite, les femmes sont quant à elles
plus représentés dans des activités relationnelles. Donc, on l'a dit tout à l'heure, l'aide, le conseil, le service, et également dans des activités de loisirs et dans les activités extérieures. Voilà pour les actions et les occupations. Passons maintenant au mode narratif, au rôle narratif des intervenants dans le récit. Alors, en termes de volume d'abord, on constate que près de 2/3 des intervenants et des intervenants de notre corpus occupent le rôle de narrateur ou de narratrice. 21% du nombre total d'intervenants incarnent des personnages, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans une diégèse, on en a parlé tout à l'heure, et ne s'adressent pas nécessairement à l'auditeur, à l'auditrice directement. Ici, dans le cas du personnage, on retrouve narrateur, on retrouve à la fois des femmes et à la fois des hommes dans des quantités relativement similaires. Par contre, quand on s'intéresse aux intervenants qu'on a désignés comme interprètes d'un slogan, eh bien là, ça représente 12% de notre corpus. Alors, sur ces 3 catégories-là, maintenant, on va rentrer un peu plus en détail et on va se focaliser vraiment sur les rôles où il y a des contrastes importants entre les hommes et les femmes. Ce qu'il faut remarquer, c'est que sur les 614 narrateurs et narratrices, on a 61% d'hommes et 39% de femmes. Donc, les hommes sont majoritaires par rapport aux femmes dans le rôle de narrateur et c'est un rôle qui incarne l'autorité, la persuasion et la voix de l'expertise. Les femmes, elles, sont 2 fois plus susceptibles, 16% que les hommes, 7%, d'occuper le rôle narratif d'interprète d'un slogan. Et puis enfin, si on s'intéresse aux interprètes d'épisodes musicaux, eh bien, eux, ils représentent 4% des intervenants et globalement, les hommes sont proportionnellement 2 fois plus nombreux, 4%, que les femmes, 2%, dans ce rôle narratif. Voilà pour les rôles de narrateur et de narratrice. Nous avons également enfin étudié le champ lexical qui domine dans les communications commerciales. On a donc identifié 514 communications commerciales où on a pu associer 164 d'entre elles un champ lexical. On a identifié 22 champs lexicaux différents et les 2 champs lexicaux les plus fréquents, c'est donc le gain financier à gauche à hauteur de 14% et puis le sentiment d'appartenance à une communauté et à une famille sur votre droite à hauteur de 12%. Quand on analyse plus en détail les champs lexicaux qui sont identifiés, on identifie en tout cas qu'ils relèvent de divisions traditionnellement genrées. En fait, les femmes vont être largement associées à des activités de soins, garantes du bonheur, du plaisir, alors que les hommes, eux, sont associés davantage à des champs lexicaux de la performance, de la sécurité financière et immobilière. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, les hommes sont également beaucoup plus marqués dans le registre du sentiment d'appartenance à une communauté, à une famille, et ils sont finalement représentants de la convivialité. On a également, enfin, analysé les registres de voix. Et on nous a été possible de qualifier le ton et le timbre de 893 intervenants et intervenantes, et cela correspond à 1274 registres encodés. En effet, chaque intervenant on peut associer à chaque intervenant jusqu'à 3 registres de voix, puisqu'on va voir tout à l'heure qu'il y a des communications commerciales où le même intervenant va, par exemple, emprunter 3 registres de voix différents dans le même spot. On constate que les voix d'hommes sont majoritaires et donc plus diversifiées. Il y a seulement 3 registres de voix où les voix féminines sont plus nombreuses que les voix masculines. Vous le voyez dans le petit rond rouge. Donc, les voix chantées, puisqu'on a 66% de femmes. Les voix douces, chuchotées, sensuelles, aguicheuses, avec 82% de femmes. Et puis, les voix comme la mienne, liées au stress et à l'émotion, avec 64% des femmes. Et enfin, nous nous sommes posé la question de savoir si l'on cherchait à caractériser certains personnages de la communication commerciale en radio comme étant issus de la diversité. Alors, nous disposons d'indices, par exemple un prénom, pour attester de l'origine de 1,68% du nombre total d'intervenants, ce qui correspond à 17 personnes sur 1009. C'est un effectif extrêmement réduit dont il est difficile de tirer des observations significatives, si ce n'est qu'on constate quand même une large absence, voire une invisibilité de la diversité d'origine dans le discours publicitaire à la radio. Quand elle va être caractérisée, la diversité d'origine va concerner essentiellement les artistes ou les personnalités connues. Par ailleurs, bien que le genre des personnes avec lesquelles les intervenants et les intervenantes sont en couple ne soit pas systématiquement indiqué, on remarque quand même qu'il n'y a aucune mise en scène de personnages homosexuels.
Et enfin, comme vous pouvez le voir sur votre droite avec notre petite animation, le relevé des prénoms qui sont attribués à certains personnages de la communication commerciale irait plutôt dans le sens d'une absence de diversité des représentations avec Jean-Hugues, Thomas, Annie, Chloé, Josette, etc. Voilà pour les caractéristiques générales de notre échantillon. Passons maintenant à l'analyse des stéréotypes masculins et féminins que nous avons identifiés au sein de notre baromètre. Alors, on a donc procédé à une relecture de l'ensemble des résultats, comme je vous le disais tout à l'heure, en vue d'étudier la présence de stéréotypes, de renversement, voire de déconstruction de stéréotypes de genre. Pour analyser les stéréotypes présents dans les communications commerciales, on s'est basé sur la distinction entre le stéréotype flagrant et le stéréotype subtil qui a été développé dans le cadre du Global Media Monitoring Project, le GMMP, auquel participe régulièrement la Belgique. Les stéréotypes flagrants, c'est des stéréotypes, on va dire, qu'on va qualifier de directs, de manifestes, de marqués. Alors que les stéréotypes subtils, eh bien, c'est des stéréotypes plus indirects qui vont finalement associer des rôles aux hommes et aux femmes, mais de manière beaucoup plus implicite au sein de la communication commerciale. Au cours de notre analyse, nous avons relevé qu'une communication commerciale sur 8 véhicule des stéréotypes flagrants et on identifie 72 intervenants stéréotypés. Et parmi ces intervenants stéréotypés, 61% sont des femmes et 39% sont des hommes. En revanche, 9 communications commerciales prennent à contre-pied des stéréotypes féminins et des stéréotypes masculins. Mais ce n'est pas parce qu'on renverse finalement le stéréotype qu'il est toujours synonyme de déconstruction du stéréotype qui est mis en avant. Excusez-moi. Alors, nous allons passer maintenant en revue les différents stéréotypes féminins et masculins que nous avons identifiés. Et le premier stéréotype finalement féminin que nous avons identifié, c'est celui de la femme qui ne maîtrise pas ses émotions. Ici, ce qu'on va mettre en avant, c'est le caractère supposé instable des émotions des femmes, qui est proche de l'hystérie. Ainsi, on va avoir effectivement au sein d'un seul et même spot publicitaire le personnage féminin qui en quelques secondes va adopter 3 registres de voix différents. Et puis, les personnages masculins, eux, ils vont être présentés finalement en contrepoint et ils vont incarner la stabilité face à une figure féminine instable émotionnellement. Nous avons également relevé 12 communications commerciales qui mettent en scène une figure de la femme peu intelligente et superficielle. Alors, on a distingué dans le premier cas de figure la figure de la femme superficielle. Ici, on va mettre en scène des femmes dont le seul objet d'attention, c'est finalement sa tenue vestimentaire, son placard à la maison. Et les femmes sont présentées comme principalement intéressées par l'activité de shopping et très dépensières. Dans le second cas de figure, là, on a davantage une figure féminine naïve, voire idiote. Plusieurs de ces publicités s'inscrivent notamment dans une dialectique qui consiste à opposer un stéréotype féminin dévalorisant avec un stéréotype masculin qui va être, lui, valorisant. On a également identifié un troisième stéréotype, c'est la mère ou la femme en charge des tâches domestiques et familiales. Elle est généralement présentée dans un rapport de soumission à son conjoint et à ses enfants dans différentes situations. Par exemple, on va présenter un personnage féminin qui est présenté avec un emploi du temps surchargé par les activités de ses enfants et de son conjoint et qui doit donc renoncer à toute activité personnelle, ou alors un personnage féminin qui va préparer lui seul l'entièreté du barbecue, ou encore qui est chargé de préparer l'ensemble des bagages de toute la famille en prévision des vacances. Et puis, on a repéré également que dans plusieurs spots publicitaires, on va avoir une figure de la mère castratrice et toute puissante qui est représentée. Le stéréotype de la figure maternelle ici vient se superposer à celui de la mère hystérique qui ne maîtrise pas ses émotions. Donc, on a une double stéréotype au sein d'un même spot publicitaire. Enfin, le dernier stéréotype féminin que nous avons identifié, c'est celui qu'on va qualifier de femme sensuelle, réduite à son apparence ou inscrite dans des rapports de séduction. On va identifier notamment donc la figure de la femme sensuelle romantique avec 4 communications commerciales où on est vraiment dans la question de la sensualité et 2 autres communications commerciales où on va placer la femme dans un rôle de séduction. On va par exemple caractériser cette femme par le bruit que font ses talons sur le sol lorsqu'elle se déplace. On a également certains stéréotypes qui sont véhiculés
et certains stéréotypes qui sont véhiculés à travers des publicités qui promeuvent finalement des impératifs de beauté féminin, donc l'épilation et la minceur. C'est notamment aussi une publicité qui encense la beauté des mamans. Et ces publicités-là, ce qu'il faut noter, c'est qu'elles s'inscrivent plus spécifiquement dans la temporalité marquée de la fête des mères, enfin de la veille de la fête des mères, dont nous avions parlé au tout début de notre présentation. Voilà pour les stéréotypes féminins. Maintenant, passons aux stéréotypes masculins. Alors, on va avoir le premier qui est celui de l'homme séducteur ou jaloux. On a relevé notamment 3 communications commerciales où le personnage masculin est présenté sous les traits d'un homme séducteur qui va multiplier les contacts sur son application de rencontre, par exemple. On a également un second stéréotype qui est celui de l'homme aventurier, combatif et compétitif. Ici, les communications commerciales mettent en scène une figure masculine qui réalise des exploits et se dépasse, on va dire, physiquement. Alors, on va avoir par exemple des hommes qui volent en parachute ou encore un autre homme qui escalade le Tyrol. Et puis, on a également la figure de l'homme combatif et compétitif, notamment pour une publicité qui est dédiée à des jeux vidéo. Ici, on va avoir des catégories de jeux très stéréotypés, donc des jeux de course, des jeux de sport et des jeux de combat, de guerre. Le troisième stéréotype que nous avons identifié est celui de l'homme rustre, exubérant et qui s'exprime bruyamment. Alors, on a 6 communications commerciales qui mettent en scène cette figure-là. On voit qu'il y a une association de la masculinité au barbecue. On a en effet recensé 8 occurrences de personnages qui sont en train d'organiser un barbecue ou alors en tout cas qui associent le barbecue à un univers viril. Lorsqu'il est évoqué, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans la plupart du temps, ça va être un environnement marqué par la convivialité, empreint de complicité masculine. On pourrait parler de boys club. Et ça contraste fortement avec les femmes qui, elles, cuisinent en s'inscrivant dans une routine quotidienne. Enfin, le quatrième stéréotype masculin, c'est l'homme expert en construction et en bricolage. On a repéré 4 communications commerciales qui mettent en scène des personnages masculins sur un chantier ou dans un magasin de bricolage. Clairement, ces publicités semblent sous-entendre que les hommes partageraient des compétences, des expertises spécifiques en matière de bricolage et de construction et que ce ne serait pas le cas des femmes. Alors, pour conclure sur ces stéréotypes-là, on constate que les femmes sont donc plus fréquemment associées à des stéréotypes de genre que les hommes, comme vous pouvez le voir dans la représentation graphique de ce dernier slide. Ce comparatif nous permet de constater que les hommes et les femmes ne sont pas soumis au même type de stéréotypes. En clair, les stéréotypes masculins tendent souvent, mais pas toujours, pas systématiquement, à être socialement plus valorisants, tandis que les stéréotypes féminins, ils vont enfermer les femmes dans des rôles et des caractéristiques qui sont moins inspirants. Et puis le dernier élément, c'est que également moins inspirant, mais aussi dans un spectre de représentation plus limité pour les femmes que pour les hommes. Alors, pour conclure sur ce baromètre pub, eh bien, ce qu'on a pu constater, c'est que la publicité va tendre à assigner des rôles préétablis aux intervenants et aux intervenantes, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes. Les communications commerciales, elles visent à défier, à transgresser ces représentations stéréotypées, pour certaines, mais elles sont encore très peu nombreuses. Alors, c'est pourquoi il nous apparaît au CSA essentiel que le monde publicitaire prenne davantage conscience des représentations qu'il diffuse et surtout du rôle qu'il va jouer auprès du public. Plusieurs initiatives existent déjà à l'échelle nationale et internationale et il faut qu'elles se consolident, il faut qu'elles viennent se consolider pour qu'on puisse voir vraiment de réels progrès en matière de représentation de genre au sein des communications commerciales. Voilà pour ma partie, je vous remercie. Merci Camille. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ma part, je vais vous présenter les résultats du premier baromètre de l'égalité et de la diversité dans les programmes, cette fois-ci, des services radiophoniques. Alors l'objectif du baromètre, c'est de photographier d'année en année la manière dont les éditeurs de services de médias audiovisuels vont représenter l'égalité et la diversité à l'écran ou à l'antenne. On a une question centrale qui traverse l'analyse des différents baromètres et qui consiste à se dire, est-ce que les représentations à l'écran ou à l'antenne renvoient au monde qui nous entoure ? Alors, si la question de recherche elle est identique pour tous les baromètres, la méthodologie, elle, évidemment, elle a dû être adaptée aux spécificités de la radio. Donc, tout l'enjeu de ce baromètre-ci, c'était
de conserver les principes fondamentaux de l'encodage des précédents baromètres pour faciliter les comparaisons entre les modes de consommation, la télévision, la radio, mais en même temps de les adapter aux spécificités du matériel sémiotique qui est offert par la radio. Donc ça signifie que l'indexation, l'encodage des intervenants a dû être recentré sur des marqueurs verbaux, sonores et musicaux. Alors, du point de vue de la méthodologie, notre unité d'encodage, comme dans tous les baromètres, c'est l'intervenant. Dans le contexte de la radio, l'intervenant est défini comme ceci. C'est la personne qui prend la parole à l'antenne, dont les auditeurs ou les auditrices directes. La personne qui ne prend pas la parole, mais dont on parle, dont les auditeurs indirects, qui interviennent par exemple via les réseaux sociaux. C'est la personne en arrière-plan sonore, celle qu'on entend, mais qui ne prend pas la parole à micro tendu. C'est par exemple des enfants qui vont jouer en arrière-fond d'un reportage dans une classe. Et puis, ce sont les interprètes des titres musicaux. Les titres musicaux et leurs interprètes ont fait l'objet d'un encodage spécifique dans une section du baromètre. Alors, comme dans les précédents baromètres, les intervenants sont répertoriés une seule fois par émission, sans tenir compte de la fréquence ni de la durée de leur intervention. Les intervenants ont été décrits suivant 5 critères de diversité et d'égalité: le genre, l'origine, l'âge, la situation socio-professionnelle et le handicap. L'indexation des intervenants, elle se réalise, comme dans tous les baromètres, en fonction des perceptions de sens commun, donc en fonction des critères qui permettent à tout un chacun de catégoriser implicitement le monde qui l'entoure. Ça signifie que pour chacun des individus qui est indexé, on se pose la question de savoir, eh bien, finalement, comment cet individu, comment cette personne est perçue par l'auditeur en termes de genre, en termes d'âge, en termes d'origine. On travaille sur des perceptions extérieures. Alors, on a fait une exception à ce principe d'encodage reposant sur des perceptions extérieures pour les personnalités connues, pour les personnages publics de premier plan, de la politique, du sport, des médias. On s'est reposé sur ce qu'en sait le public de manière générale, sur les représentations qu'en ont le public en termes d'origine, d'âge ou de handicap, par exemple. Alors, l'étude porte sur les radios de la RTBF et les radios privées en réseau à couverture communautaire et urbaine. Seuls les services radiophoniques diffusés en FM ont été intégrés à l'analyse. Alors, plus spécifiquement, ce sont les services suivants: Classique 21, La Première, Musique 3, Pure FM, Vivacité, Belle RTL, Fun Radio, Nostalgie, Énergie et Radio Contact. L'encodage porte sur 7 jours consécutifs qui ont été répartis sur 2 semaines, soit du mercredi 4 septembre au mardi 10 septembre 2019. La recherche porte sur les heures de grande audience radiophonique, soit de 6h à 10h en semaine, on travaille sur les matinales, et de 10h à 14h le week-end. Le corpus comprend des programmes qui sont produits en propre, exception faite d'une émission sur Fun Radio qui est originaire de Fun Radio France. L'objectif de cette exception, c'était vraiment d'avoir un aperçu général de la manière dont les matinales des chaînes les plus écoutées en Fédération Wallonie-Bruxelles représentent l'égalité et la diversité. Au total, on a encodé 11 074 intervenants et 2 258 titres musicaux. Alors, la méthodologie, elle a été adaptée à la logique de construction des programmes radiophoniques. On a procédé à la catégorisation au découpage suivant. Chaque programme a été encodé dans un genre: l'information, le magazine, le divertissement ou le genre musical. Le même programme a ensuite été catégorisé dans un sous-genre. Et enfin, on a procédé à un découpage de tout le programme en séquences. On peut citer par exemple le journal parlé, les titres flash info, les chroniques relatives à l'actualité, les capsules humoristiques, les jeux concours, les infoservices, les habillages d'antenne, etc. On a ensuite regroupé ces séquences en 3 grandes catégories. Il y a les séquences qui relèvent de l'information et de l'actualité, celles qui relèvent de l'humour et du divertissement, et puis les séquences plus transversales relatives aux habillages d'antenne, aux infoservices ou aux interactions avec les auditeurs. C'est une méthode qui permet de mieux appréhender l'hybridité des émissions matinales en radio du point de vue de leur construction, du point de vue de l'organisation de leurs séquences, puisque une émission peut être catégorisée dans le genre du divertissement et être ponctuée de petites séquences d'information.
À l'inverse, une émission d'information peut être ponctuée de billets d'humeur ou de capsules humoristiques. Alors, passons maintenant à la présentation des résultats. On va commencer avec le genre. L'analyse a montré que 63,69% des personnes qui interviennent dans les programmes des matinales radiophoniques sont identifiées comme des hommes, 36,26% comme des femmes et 0,05% comme des personnes transgenres, travesties ou à l'identité ou expression non binaire. Au 1er janvier 2020, les femmes composaient 51% de la population belge. Elles sont donc sous-représentées dans les programmes des services radiophoniques. Cette sous-représentation des femmes, c'est un constat qu'on formule en fait dans tous les baromètres. À titre de comparaison, le dernier baromètre des services télévisuels de 2017 recensait 65,63% d'hommes et 34,33% de femmes. On constate donc que la distribution des intervenants par genre est très similaire en télévision et en radio. Lorsqu'on détaille les formats des séquences dans lesquelles apparaissent les intervenantes, donc les femmes intervenantes, on voit que les séquences qui laissent le plus de place aux femmes, ce sont les flash infos, 42%, les infos insolites, 41%, les jeux concours, 38%, les interactions indirectes avec les auditeurs et les auditrices, 55%, les habillages d'antenne et les infoservices. En revanche, les formats qui laissent le moins de place aux femmes, ce sont les entretiens, les interviews, les chroniques relatives à l'actualité, 25%, le documentaire, 23%, et les chroniques ou capsules humoristiques. Alors, quand on agrège les données, on voit que ce sont les séquences de type transversal, donc celles relatives à l'animation générale du programme, aux habillages, aux interactions avec les auditeurs qui laissent le plus de place aux intervenants. La proportion de femmes est assez similaire dans les séquences qui relèvent de l'information et de l'actualité, donc les journaux parlés, les flash infos, les débats, les infos insolites, et dans celles qui relèvent du divertissement et de l'humour. Concernant les rôles médiatiques, on constate qu'à une exception près, tous les rôles médiatiques sont majoritairement masculins. Les femmes sont en effet plus nombreuses que les hommes au sein d'une seule catégorie de rôle médiatique qui est celui de candidate à un jeu, 55% de femmes. Comme on l'avait souligné dans les baromètres des services télévisuels de 2010 à 2013, l'identité féminine est plus largement associée à l'univers ludique. On voit également que l'identité des chaînes et des programmes repose assez nettement sur les voix de femmes, puisqu'elles sont presque 43% dans les voix d'habillage d'antenne. Les deux rôles médiatiques dans lesquels les femmes sont les moins nombreuses comparativement aux hommes sont ceux d'invitées politiques et d'expertes. Dans le rôle d'invité politique, on recense presque 22% de femmes, dans celui d'experte, 26% de femmes. En revanche, dans le rôle discursif de Vox Populi, donc fondé plutôt sur l'expérience personnelle, on recense une proportion plus élevée d'intervenantes féminines, elles sont 42%. Alors, comme on l'avait déjà mentionné dans les baromètres des services télévisuels de 2010 à 2017, les femmes sont moins sollicitées pour leur discours critique, pour leur savoir que pour leur expérience personnelle, leur avis censé incarner la parole du citoyen dit ordinaire, entre guillemets. Elles sont donc nettement plus présentes dans ce rôle discursif de Vox Populi que d'expertes. S'agissant du rôle d'experte, on relèvera néanmoins que les femmes sont un peu plus nombreuses en radio, 26%, qu'en télévision, 21% dans ce rôle. C'est l'inverse pour le rôle de journaliste, animateur, animatrice. On recense 38% de femmes en radio pour 43% dans le dernier baromètre des services télévisuels. On s'est ensuite focalisé sur l'information. Alors, pour appréhender au mieux l'information, nous avons agrégé les données relatives aux programmes qui relèvent du genre de l'information avec toutes les petites séquences de journaux parlés et de flash info qu'on peut retrouver dans les émissions musicales, les divertissements, les magazines. Et selon cette méthode de comptage, on recense 36% de femmes dans l'information. C'est un chiffre qui est très similaire à la proportion de femmes dans l'information au sein du baromètre des services télévisuels qui était de 37%. Lorsqu'on analyse les thèmes de l'information au prisme du genre, on constate que les femmes sont très minoritaires dans l'information politique, 18%, qui constitue pourtant une part très importante des sujets d'information. C'est la deuxième thématique en nombre de sujets. Et on voit que les deux thématiques où les femmes sont les plus présentes
relèvent de l'enseignement et de l'éducation, ainsi que des sujets de société, respectivement 49% et 40%, c'est-à-dire finalement de questions sociales et de thématiques liées à l'éducation et aux enfants, ce qui est une façon de les réassigner indirectement à leur genre. C'est un constat qu'on dressait déjà dans le baromètre des services télévisuels de 2017. Alors, on s'est ensuite penché sur les titres musicaux. On a recensé un total de 2258 titres musicaux. Pour chaque titre musical, on a encodé le genre de l'ensemble des voix ou des interprètes qui sont référencés sur le morceau. Dans le cas des morceaux de musique classique, on a encodé le genre en fonction des mentions données, le nom du compositeur et ou de l'interprète. On constate que les voix masculines sont prépondérantes parmi les artistes diffusés dans les programmations musicales des matinales radio, puisque 66,34% des interprètes recensés sont des hommes, 19,81% des femmes, 13,27% des groupes mixtes et 0,58% sont des artistes à l'identité ou à l'expression de genre non binaire. Alors passons maintenant à la question de l'origine. On s'est d'abord posé une question qui consistait à se dire comment encoder l'origine en radio. Donc on s'est posé finalement la question de savoir si oui ou non, on a des marqueurs, des indices, des mentions qui nous permettent de percevoir la personne comme étant issue de la diversité. Si oui, si on a ces éléments-là, on encode l'individu comme étant perçu comme issu de la diversité. Sinon, on encode ne sait pas. Ce n'est pas que la personne n'est pas issue de la diversité, mais c'est que tout simplement, rien ne permet de le dire. Parfois, la personne s'est présentée explicitement comme étant une personne blanche, mais c'est très rare et elle a été aussi encodée comme telle. Donc, les critères d'encodage de la diversité reposent sur des indicateurs verbaux, sonores. On a le contexte de l'émission, le thème ou le champ lexical. On a des mentions explicites qui sont recueillies dans les commentaires ou par autodésignation, comme la mention de la nationalité ou de l'origine des individus. On a des indices qui sont recueillis aussi dans les commentaires, comme le nom ou le prénom des individus. Ici, c'est une différence avec le baromètre des services télévisuels, puisque le nom et le prénom, qui n'étaient pas des indicateurs à eux seuls dans le baromètre des services télévisuels, ont été considérés ici comme étant des indicateurs à part entière. En fait, les travaux de recherche, notamment les travaux de recherche en sociolinguistique, ont mis en exergue que le nom et le prénom des personnes activent des perceptions, activent un mécanisme de catégorisation sociale, et donc il nous semblait pertinent de l'utiliser comme des marqueurs de diversité. Alors, on a utilisé également des marqueurs sociolinguistiques tels que l'accent ou le lexique employé en combinaison avec d'autres indicateurs. On a fait une exception à ce principe d'encodage qui repose sur des perceptions extérieures pour les personnalités connues ou les personnages publics de premier plan, de la politique, du sport, des médias, de la culture. Ici aussi, on se repose sur ce qu'on en sait de manière générale sur les représentations qu'en ont le public. Alors, les intervenants issus de la diversité, ils peuvent apparaître à l'antenne de deux manières. Soit en tant qu'individu, on va désigner une personne particulière, soit en tant que groupe, on désigne une collectivité. Si on inclut les groupes, on a 15,05% des intervenants qui ont été perçus comme étant issus de la diversité. Cette proportion descend à 12,73% si on exclut les groupes. Une grande proportion de ces intervenants est constituée de personnages connus et issus de la diversité. Ce sont des chanteurs, des chanteuses, des sportifs, des représentants politiques. Dans le baromètre des services télévisuels de 2017, on recensait 14,4% d'intervenants perçus comme issus de la diversité, mais il convient d'être prudent dans les comparaisons opérées entre radio et télévision parce que, comme je l'ai expliqué, les méthodes d'encodage de la diversité diffèrent quelque peu. Alors, l'analyse des séquences montre des écarts importants du point de vue de la représentation de la diversité. Les séquences relatives à l'information et à l'actualité, elles totalisent 23,87% des intervenants issus de la diversité. C'est une proportion qui redescend à 15% pour les séquences relatives à l'humour et au divertissement. Et enfin, dans les séquences de type transversal relatives à l'animation générale du programme, aux interactions avec les auditeurs, on ne recense plus que 4,30% d'intervenants perçus comme issus de la diversité. Alors, dans les séquences relatives à l'information et à l'actualité, ce sont les flash infos,
les journaux parlés, les chroniques relatives à l'actualité et les entretiens dans lesquels la proportion d'intervenants issus de la diversité est la plus importante. Alors, quand elle est représentée, la diversité, elle apparaît essentiellement dans 3 sphères de représentation. D'abord, le sport. Le sport, c'est d'ailleurs la seule thématique dans laquelle les personnes issues de la diversité sont majoritaires. Dans les sujets d'information relatifs au sport, on a 54% de personnes issues de la diversité. La deuxième sphère de représentation, ce sont les artistes internationaux, dont les stars de la chanson. Et enfin, la troisième sphère, c'est l'actualité internationale. On va se pencher sur ces 2 derniers éléments. Alors, concernant les rôles médiatiques, c'est dans le rôle d'interprète musical que les personnes issues de la diversité sont les plus nombreuses. Elles représentent en effet 26,44% des intervenants dans ce rôle. On note par ailleurs que dans les rôles médiatiques les plus prestigieux, entre guillemets, journalistes, animateurs, chroniqueurs, experts, invités politiques, porte-parole, on dénombre de 7 à 12% de personnes issues de la diversité. On relèvera que les personnes issues de la diversité sont un peu plus nombreuses dans le rôle de Vox Populi, donc fondé sur l'expérience personnelle, l'affect, le témoignage, plutôt que dans celui d'experts. On avait déjà identifié dans l'analyse des services télévisuels cette tendance à faire apparaître plus fréquemment les intervenants issus de la diversité dans les rôles de Vox Populi que de journalistes ou d'experts. On relèvera néanmoins dans l'analyse des services radiophoniques qu'il y a légèrement plus d'experts issus de la diversité et de journalistes animateurs. On s'est ensuite focalisé sur l'information. On recense 22,68% d'intervenants issus de la diversité dans l'information. Ce chiffre est plus élevé que ceux qu'on a enregistrés au cours des différents baromètres des services télévisuels de 2011 à 2017, qui étaient de 14% lorsqu'on incluait les groupes. Concernant la portée géographique de l'information, on recense 47% d'individus issus de la diversité dans l'information internationale, 17% dans celle de portée nationale et seulement 7% dans l'information de portée locale. Ça signifie que ce sont toujours les sujets internationaux qui témoignent de la plus grande diversité des origines, par exemple des compétitions sportives internationales, de l'actualité politique internationale, des catastrophes naturelles à l'étranger. Et ceci met à nouveau en exergue que la diversité qui est représentée dans l'information, c'est d'abord une diversité qui est à l'extérieur de nos frontières, qui est présentée dans des rubriques internationales et non pas locales ou belges. On avait déjà fait ce constat dans les précédents baromètres des services télévisuels, puisqu'on recensait 33% d'intervenants issus de la diversité dans l'information internationale et 11% dans l'information locale dans le baromètre télévisé de 2017. Alors, on s'est penché aussi sur la question de l'intersectionnalité. Pour rappel, le concept d'intersectionnalité va permettre de mesurer l'impact des discriminations multiples qu'une personne peut vivre sur la base des différents marqueurs de son identité, son genre, son origine, son âge, son orientation sexuelle. Ici, on a croisé le genre de l'intervenant avec son origine perçue. Parmi les intervenants issus de la diversité, on relève qu'il y a presque 68% d'hommes et 32% de femmes. L'analyse par rôle médiatique met en évidence que si les personnes issues de la diversité sont peu présentes dans les rôles tels qu'experts, porte-parole ou journalistes animateurs, les femmes issues de la diversité sont encore moins présentes que les hommes issus de la diversité dans ces rôles. Ça signifie que les femmes issues de la diversité font l'objet d'une invisibilisation accrue dans l'espace médiatique. Alors, passons à l'analyse des catégories socio-professionnelles. Lorsqu'on exclut les séquences d'habillage d'antenne, donc les voix d'habillage d'antenne, les voix de jingle qui vont venir gonfler la proportion de professionnels des médias, donc ça, on les exclut, on a 4 catégories professionnelles qui vont concentrer la majeure partie des intervenants: les professionnels des médias, les professions artistiques, les sportifs professionnels et les membres de l'exécutif et des corps législatifs. Ça signifie que le monde médiatique, artistique, sportif, voire du show business, constitue plus de 2 tiers des représentations professionnelles
à l'antenne. Et si on y ajoute le monde politique, eh bien, ces catégories socio-professionnelles représentent plus de 8 intervenants sur 10 encodés. Alors, l'actualité sportive de la semaine qui a été étudiée, le mode conversationnel des matinales radio, axé souvent sur des conversations entre journalistes, animateurs, experts, et la place aussi qui occupe l'actualité artistique amène quelques pistes d'explication. Néanmoins, c'est un constat récurrent qu'on avait déjà fait en télévision. On avait déjà mis en exergue dans le baromètre 2017 des services télévisuels la prépondérance de ces professions médiatiques, artistiques, sportives, mais on voit que les proportions étaient un petit peu moindres puisqu'on était à 57% dans le baromètre 2017 de la télévision. Alors, concernant l'âge, c'est l'une des variables les plus complexes à encoder dans l'analyse des services radiophoniques, puisque en l'absence de mention explicite, il n'est pas identifiable comme tel. Et donc ici, 82% des intervenants n'ont pas pu faire l'objet d'une identification en termes d'âge. La catégorie d'âge la plus représentée, pour les personnes dont on a pu identifier l'âge, c'est celle des 19-34 ans. Elle rassemble 34,55% des individus encodés dans l'ensemble des programmes. C'est une tranche d'âge qui est nettement surreprésentée comparativement à sa présence réelle dans la population belge qui tourne autour de 20%. En revanche, les personnes de 65 ans ou plus et les personnes de 18 ans ou moins sont sous-représentées, mais dans des proportions variables. La distorsion entre les représentations radiophoniques et la société, elle est plus marquante chez les 18 ans ou moins que chez les seniors de 65 ans ou plus. De manière générale, la pyramide des âges qui a été mise en exergue dans ce baromètre des services radiophoniques, elle présente une forme qui est assez similaire à celle mise en exergue dans le baromètre 2017 de la télévision. Dans ce dernier baromètre, on avait environ 33% des individus encodés qui appartenaient à la tranche d'âge 19-34 ans. On voit donc que dans tous les cas, il y a une certaine tendance au jeunisme. Les écarts entre les modes de consommation, télévision, radio, se marquent essentiellement sur les classes d'âge qui sont situées aux extrémités de la pyramide des âges. Les plus jeunes sont moins représentés en radio qu'en télévision. À l'inverse, les personnes de 50 à 64 ans et surtout les personnes de 65 ans ou plus ont davantage de visibilité dans les services radiophoniques. Alors, on s'est penché aussi sur le niveau de prise de parole de ces différentes tranches d'âge. On s'est demandé, est-ce que la personne prend directement la parole ou est-ce que c'est une personne dont on parle, donc avec un niveau d'intervention plus passif. On constate que les personnes de 19 à 34 ans et de celles de 35 à 49 ans sont plus nombreuses que les personnes âgées de 50 ans ou plus dans cette catégorie active de personnes qui prend la parole. En revanche, les personnes de 50 à 64 ans et celles de 65 ans ou plus sont plus nombreuses que leurs cadets dans le niveau d'intervention passif de personnes dont on parle. On voit donc que l'âge impacte le niveau de prise de parole. Concernant les personnes en situation de handicap, alors le handicap, c'est également un critère qui est complexe à appréhender dans l'analyse des services radiophoniques, puisque sur 11 000 intervenants encodés, 41 d'entre eux ont été mentionnés comme étant en situation de handicap ou sont des personnalités connues en situation de handicap. Ça représente environ 0,37%. Alors, il est possible qu'un certain nombre d'intervenants en situation de handicap n'aient pas été perçus et donc encodés comme tels, parce que le contexte ne le mentionnait pas ou ne permettait pas de le déduire, puisque en dehors d'un sujet consacré au handicap, la mention de celui-ci est souvent non pertinente. C'est bien entendu la limite d'un encodage qui repose sur des perceptions externes en radio où il n'y a pas d'image. À titre de comparaison, relevons que la proportion de personnes présentant un handicap visible dans le baromètre des services télévisuels se stabilisait autour de 0,30% en 2012 et 2013 et que cette proportion avait très légèrement augmenté à 1,48% dans le baromètre de 2017. Alors, on constate que près de la moitié des personnes en situation de handicap figurent dans des programmes d'information. C'est un constat sensiblement identique qu'on avait déjà formulé en fait dans le baromètre des services télévisuels. En radio, on constate que 18 personnes en situation de handicap auxquelles on a pu attribuer un
rôle médiatique. Donc, sur ces 18 personnes, il y en a 15 qui interviennent dans le rôle de Vox Populi. Donc, bien entendu, même si les effectifs sont très limités, on remarque que les personnes en situation de handicap qu'on a pu encoder sont essentiellement présentes dans ce rôle discursif fondé sur l'affect, fondé sur l'expérience vécue et non pas sur l'opinion ou le discours critique. Et c'est aussi un constat qu'on avait déjà formulé précédemment. Enfin, seuls 39% des personnes en situation de handicap prennent la parole, alors que c'est le cas pour 50% pour le reste de la population. Les personnes en situation de handicap sont donc plus fréquemment passives à l'antenne. C'est une tendance qu'on avait déjà observée dans les différents baromètres des services télévisuels. Donc voilà pour les principaux résultats. En termes de conclusion, on pourrait dire que ce baromètre de l'égalité et de la diversité, de ce baromètre, émerge un certain nombre de tendances positives, mais également d'autres plus nuancées, qui viennent contrebalancer ces résultats. Si certaines tendances sont spécifiques aux médias radiophoniques, d'autres en revanche sont nettement plus transversales. En effet, on remarque qu'il y a de nombreuses tendances de fond, des tendances qui traversent les baromètres, quels que soient les modes de consommation étudiés, la télévision ou bien la radio. Pourtant, même si c'est un premier baromètre des services radiophoniques, l'heure n'est plus à la découverte des enjeux liés à la représentation de la diversité et de l'égalité dans les médias audiovisuels, puisque plusieurs états des lieux des questions de genre et de diversité ont déjà été effectués par le CSA, mais on peut aussi citer les baromètres de l'AJP. De bonnes pratiques ont été reliées et discutées, des recommandations ont déjà été proposées et certains outils structurels ont été impulsés pour avancer vers le changement. Donc, compte tenu de ces éléments et compte tenu des résultats qu'on vient de présenter, il s'agit vraiment maintenant de s'engager très concrètement dans la voie du changement pour redresser ces tendances de fond qui traversent l'espace des représentations médiatiques. Par ailleurs, dans la mesure où la sensibilisation et la dynamique d'émulation ne semblent pas suffire à converger vers d'autres modes de représentation et ne suffisent pas à engranger des changements qui soient vraiment des changements structurels, il faut se poser la question d'initiatives plus contraignantes, d'initiatives recourant à la voie législative et réglementaire. Dans ce contexte-là, le CSA a adressé des recommandations aux éditeurs de services de médias audiovisuels, mais aussi au pouvoir public. Alors, les recommandations au pouvoir public. Encourager les pouvoirs publics à définir des objectifs concrets, quantitatifs et qualitatifs dans la législation en matière d'égalité des genres et de diversité à l'écran ou à l'antenne pour les éditeurs de services de médias audiovisuels, à tout le moins pour tous ceux qui bénéficient d'un financement public. Encourager les pouvoirs publics à fixer des obligations d'engagement au secteur sur un certain nombre d'indicateurs clés, par exemple la proportion de femmes expertes ou d'experts issus de la diversité, et le CSA vérifierait la réalisation de ces engagements. Soutenir les recherches et les monitorings de données qui visent à étudier la représentation quantitative et qualitative des genres et de la diversité à l'écran ou à l'antenne. Recommandations aux éditeurs de services de médias audiovisuels, formaliser des plans d'action relatifs à l'égalité de genre et à la diversité à l'écran, à l'antenne, contenant des objectifs précis, des objectifs quantitatifs et qualitatifs et rendre publics ces plans d'action. Désigner une personne ressource responsable des questions d'égalité, ayant une autonomie à l'égard de la direction et des capacités d'action. Et enfin, porter une attention particulière à l'intersectionnalité en tenant compte des discriminations multiples qu'une personne peut vivre sur la base des différents marqueurs de son identité, le genre, l'origine ou l'orientation sexuelle. Donc voilà pour la présentation des résultats. Je vous remercie pour votre attention.